Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Après 2 ans de travaux importants, l'hippodrome de Longchamp rouvre ses portes ce dimanche 29 avril en bordure du bois de Boulogne. De nombreuses animations sont prévues à cette occasion. Et pour la circonstance, Franck Ferrand nous parle de chevaux de course. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Nous allons parler cheval en effet, en compagnie de Mayol Kerr, fondateur de Jour de Galop. Mais pour ouvrir cette émission, je vous propose de revivre l'épopée du père de tous les pur sang, une épopée que nous avait résumée Mayol Kerr la fois précédente quand il était venu, il y a 1 an à peu près. Le cheval en question s'appelait Godolphin Arabian et il vivait au XVIIIe siècle. Et tout à l'heure, Lorena Martin nous emmènera visiter 2 expositions chevalines. Oui, et puis comme nous sommes vendredi, je vous livrerai pour ma part un coup de cœur pictural. Je vous rassure, ce ne seront pas mes pronostics pour la réunion de dimanche. Je laisse ce privilège à José Coves. Marché conclu ce jour de 1732 en Angleterre dans une taverne, la taverne St. James, un cabaret à la mode où se réunissent des amateurs de chevaux. 2 hommes se serrent la main, c'est comme ça qu'on conclut les marchés, vous savez. L'un est le propriétaire de l'établissement, Mr. Williams, et l'autre est un homme très élégant, habitué de la taverne, grand collectionneur de chevaux et amateur de courses. C'est pour ça qu'il se retrouve dans cet endroit où sont toujours les amoureux du cheval. Il s'agit de Lord Francis Godolphin, c'est le 2e comte Godolphin, ancien trésorier de la Maison Royale, s'il vous plaît, ex-député d'Oxford, gendre du premier duc de Marlborough dont il a épousé la fille. Bon, vous voyez, nous sommes dans la très bonne société britannique. Lord Godolphin vient d'acheter au propriétaire de la taverne un cheval bai brun très foncé, pelage soyeux si noir que sous la lumière, il vire quasiment au bleu. Il y a des reflets métalliques sur ce cheval. Il est petit, le cheval, il mesure 15 paumes au garrot, soit environ 1m52. C'est vraiment pas grand, sa musculature est puissante, les membres parfaitement proportionnés, jarrets larges, secs et plats, la crinière est longue, elle est frémissante, la queue est fournie, belle croupe large. Le cheval que Lord Godolphin vient d'acquérir a également un signe distinctif puisque son pied droit arrière est de couleur blanche. Ah, on le reconnaît tout de suite de cette façon. Selon les amateurs de chevaux, ça signifie que le cheval en question devrait avoir une existence hors du commun. Et bien vous allez voir à quel point ça se révèle. Lord Godolphin a acheté ce cheval pour une petite somme, 25 guinées. Le propriétaire de la taverne, pour tout vous dire, est bien heureux de s'en débarrasser. Il a surnommé le cheval le nègre et il avertit tout de suite l'aristocrate. « Mauvaise affaire », lui dit-il. Il faut dire qu'on a plusieurs fois essayé d'utiliser le cheval pour les courses, mais à chaque fois, il a refusé de prendre le départ, il a jeté le jockey à terre, il est retourné tout seul aux écuries. Il n'y a qu'à l'entraînement, lorsqu'il est seul, que le cheval peut se montrer, alors là, assez brillant, vif, rapide, mais tout à fait inapte, disons-le, à la compétition. Ça n'est pas le genre d'animal qu'on arrive à domestiquer aussi facilement. D'ailleurs, le maître de taverne souligne qu'il avait acheté le cheval en question pour une bouchée de pain, seulement 20 guinées. Vous voyez, il est honnête. Lord Godolphin ne le sait pas encore. Mais le cheval qu'il vient d'acquérir va entrer dans l'histoire. Un cheval qui pourtant revient de loin, d'un funeste destin que la sorte d'épi au milieu de son poitrail laisserait présager selon les plus superstitieux parmi les spécialistes de chevaux. Tout avait très bien commencé. Celui qui va devenir Godolphin Arabian est l'un des 8 chevaux que le bey de Tunis a envoyé en France pour en faire cadeau au roi de France, au jeune roi Louis XV. On est en 1731 et il s'agit de célébrer la signature d'un traité de commerce. Le cheval qui nous intéresse a 7 ans et il s'appelle Cham. Eugène Sue, grand turfiste devant l'éternel et membre fondateur du Jockey Club, Eugène Sue qui écrira sur Cham, le décrira au moment de son arrivée en France comme un cheval assez étonnant. Il porte un petit sachet de poils de chameau autour du cou, richement brodé, suspendu par un cordon de soie rouge et or. La vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose des origines de Cham. Est-ce que c'est un cheval arabe ou est-il de la race de Barbarie, comme l'a écrit Eugène Sue, une race nommée race des rois du Jarret pour la vigueur, la vitesse des chevaux qui en sont issus? Ou est-ce que c'est un croisé des deux, ce qui est très probable? Bref, on n'en sait rien pour tout vous dire. En attendant, Louis XV trouve l'ensemble des chevaux qui lui ont été offerts trop petits, trop nerveux pour être montés, que ce soit à la guerre ou à la chasse. Le roi n'apprécie qu'une espèce de chevaux, les Anglais, élevés dans le comté de Suffolk. Ce sont les chevaux préférés de Louis XV, il n'en aura pas d'autres. Il ne reste pas moins que Cham est un beau cheval.
Et là, je cède la parole à Eugène Sue. Son large front, ses grands yeux bien sortis avec leurs prunelles couleur de topaze brûlée et leur étincelle de lumière, tout enfin jusqu'à ses naseaux saillants et ouverts qu'il agitait continuellement, ne donnait-il pas à ce barbe la physionomie la plus fière, la plus sauvage et la plus intelligente? Oui, c'est très important. Il y a quasiment du génie natif dans ce cheval. Et le pauvre Cham, étant sorti très vite des écuries royales, va devenir, figurez-vous, cheval de fiacre. On va le voir tirer des petites voitures et des charrettes. Ça l'épuise, ça, bien entendu. Eugène Sue nous dit même que les palefreniers lui ont arraché le sachet de poils de chameau qu'il avait autour du cou et toutes les amulettes qui étaient censées le préserver du mauvais sort. Le mauvais sort, il est en train de le vivre maintenant. Et puis, voilà qu'un marchand d'eau auvergnat l'achète. Ah oui, non mais quand on a été le cheval du bey de Tunis, puis le cheval du roi de France, finir chez un marchand d'eau, qu'est-ce que vous voulez? Il va porter des tonneaux. Notre cheval. La maigreur de Cham, alors, était effrayante, nous raconte Sue. Les os saillants semblaient percer sa peau naturellement si fine et si délicate qu'elle avait été presque partout blessée par le contact du lourd collier et des brancards ferrés de la charrette. La poussière et la fange qui couvraient le pauvre animal rendaient terne et mate la couleur de sa robe, autrefois si vive, si brillante. Enfin, sa crinière était mêlée poudreuse, touffue, hérissée. Lors d'une exposition organisée à la Manufacture des Gobelins, un touriste anglais de passage à Paris, s'appelle Edward Coke, se fait renverser par le cheval en question. Son maître s'apprête à fouetter copieusement l'animal en représailles. Seulement à ce moment-là, le touriste anglais s'interpose. C'est Maurice Druon qui prend le relais d'Eugène Sue dans Le Prince Noir, je le cite. Pour qui connaît les chevaux et les aime, le regard d'un cheval peut être aussi expressif, aussi révélateur qu'un regard humain. Et les chevaux aussi reconnaissent parmi les hommes ceux qui savent les comprendre. Un cheval choisit son maître autant que le maître choisit la monture. Ce grand œil sombre à la fois fier et effrayé qui se tournait vers l'anglais n'appartenait pas à une bête de trait, à un animal né pour une condition serve. Le marchand d'eau va expliquer aux touristes anglais que le cheval en question a autrefois appartenu au roi, mais qu'il avait si mauvais caractère qu'on l'a finalement vendu, qu'il a changé de propriétaire, etc. et qu'il a même failli être servi sur les tables royales comme mets. En fait, ce n'est pas vrai, cette histoire, puisqu'on ne servait pas de cheval à la cour de France. Mais enfin bon, ça fait partie de la légende, si je puis dire. Edward Coke achète le cheval au marchand d'eau pour 75 francs, grosse somme, mais qui n'est même pas négociée. Et une fois revenu en Angleterre, il ne va pas garder longtemps son cheval, il le vend à son tour au propriétaire d'une taverne, un certain Mr. Williams. Ah ben nous le connaissons, c'est lui qui le vendra plus tard à Lord Godolphin. Vous voyez, vous avez maintenant fait quasiment, sinon le pédigré, du moins les origines du cheval. Reste à vivre à ses côtés son incroyable aventure. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Franck, vous nous racontez la vie de Godolphin Arabian. Alors après avoir appartenu à plusieurs propriétaires, il arrive en Angleterre suite à son achat par Lord Godolphin. Vous nous avez dit qu'il n'était pas fait pour participer aux courses de chevaux. Et justement, quand sont apparues les courses de chevaux? Je pense qu'elles sont apparues avec la domestication du cheval. Vous savez, on a toujours fait des courses de chevaux, plus ou moins officielles. Dans l'Antiquité, rappelez-vous les courses de chars, qui jouaient un rôle tellement important à Rome puis à Byzance. Mais il faut dire que c'est avec les croisades que les Occidentaux découvrent les chevaux arabes qui sont plus rapides, plus endurants que nos lourds destriers d'Europe. Et du coup, Richard Cœur de Lion, notamment, on est là dans la deuxième partie du XIIe siècle, Richard est un des premiers à importer des étalons arabes qu'on va croiser avec des juments anglaises. Les chevaux, ou françaises d'ailleurs, les chevaux deviennent plus performants, les courses vont peu à peu devenir un sport. Alors il faut attendre quand même le XVIIe siècle et le roi Jacques Ier pour que soient pour la première fois réglementées les épreuves sur piste. Ce sont toujours, alors là, quand vous vous posez la question sur les origines d'un sport, quel qu'il soit, ce sont quasiment toujours les Anglais qui les ont fixés. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, c'est vraiment le savoir-faire spécifique de cette nation. Les compétitions de galop vont apparaître en France dans les années, on va dire, sous le règne de Louis XIV, comme par hasard, parce que c'est la cour anglaise exilée à Saint-Germain-en-Laye qui va importer cette habitude. Et ensuite, au XVIIIe siècle, ça va vraiment devenir une institution. Alors, Lord Godolphin décide que sa nouvelle acquisition va courir dans son écurie des collines de Cambridge, au haras de Gog Magog, ça ne s'invente pas, joli nom, un palefrenier maure qui accompagne Cham depuis le début, qui s'appelle Agba, ne le laisse jamais de côté, si je puis dire. Il est accompagné d'un petit chat rayé qui s'appelle Grimalkin.
Alors, assez vite, Lord Godolphin remarque que les juments, comment dire, ne sont pas insensibles au charme oriental du nouveau venu. Comme les chevaux arabes ne sont pas réputés être de très bons reproducteurs, même si Dorley Arabian, un cheval arabe amené d'Alep en Angleterre quelques années auparavant, avait démontré le contraire, Lord Godolphin décide que son nouveau cheval va devenir agaceur. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, on l'approche des juments pour qu'ils flirtent en quelque sorte, pour qu'ils les mettent dans des dispositions nécessaires pour permettre un bon accouplement avec d'autres reproducteurs, ce qui permet tout simplement de perpétuer la race anglaise pour l'instant. Alors le maître étalon qu'on présente, auquel les juments doivent s'accoupler, après avoir été agacés par Godolphin Arabian, vous l'avez compris, j'aime bien ce terme d'agacerie. Il s'appelle Hobgoblin. C'est un cheval qui a plusieurs fois été vainqueur aux courses de Newmarket. Hobgoblin, quasiment anagramme de Godolphin, hein, vous l'aurez remarqué. Je cite Eugène Sue. Paresseusement couché sur une molle et épaisse litière de paille fine dorée, Hobgoblin, après avoir jeté un regard de dédain sur les importuns qui venaient l'interrompre, se leva nonchalamment. D'une robe grise à crinière noire, comme tous les étalons consacrés à la reproduction, il était d'un grand embonpoint, fruit d'une nourriture des plus substantielles. Cette obésité, faisant disparaître les muscles sous la graisse, empêchait de distinguer quelle était la pureté des lignes de sa construction. Bref, Hobgoblin, vous l'aurez compris, est le pacha du haras, ou le roi, si l'on veut employer un terme plus occidental. Il habite un vaste bâtiment séparé des écuries par une grande cour sablée, un manège. Une fois ce manège traversé, on entre dans une sorte de vestibule surmonté à l'extérieur d'un fronton de marbre, où sont écrits les lettres de bronze doré « Hobgoblin », suivies de 3 points d'exclamation. Non mais vous imaginez, c'est un mythe ce cheval. Le vestibule est pavé de briques rouges, les murs sont de stuc blanc ornés de bas-reliefs à l'antique qui représentent toute la frise du Parthénon, vous savez, cette merveilleuse cavalcade du Parthénon. La partie inférieure du box est entourée de grands coussins rembourrés de crin, recouverts d'un épais cuir de Cordoue, et le reste tapissé de drap vert. Autant dire qu'on est dans un temple de la reproduction. Imaginez 2 râteliers en bronze doré, 2 petites mangeoires revêtues d'épaisses plaques d'argent pour compléter les accessoires de l'écurie. Vous voyez les nombreuses coupes d'or et d'argent gagnées par le cheval, des tableaux qui le représentent lors de tous ses triomphes. C'est une légende vivante qu'on est en train d'amener aux juments. 2 palefreniers sont là qui ne sont payés que pour s'occuper de Hobgoblin jour et nuit. Autant dire que les saillies ne doivent pas être données. En mai 1733, par une belle matinée de printemps, arrive donc à Gog-Magog une jument en provenance des haras royaux. Elle s'appelle Roxana. Lord Godolphin vient de l'acheter. Elle devient à ce moment-là la jument la plus coûteuse du haras et il a bien l'intention de voir ce que pourrait faire avec elle Godolphin Arabian. Il va l'agacer pour qu'elle s'accouple tout simplement à Hobgoblin. Alors voilà ce que nous dit Eugène Sue. Inondé de lumière, il serait presque impossible de peindre la couleur changeante de la robe de Roxana, d'un blanc de lait aux reflets argentés ou vermeils, selon qu'elle était dorée par le soleil ou voilée par le clair-obscur. Ses flancs se nuançaient de rose, tandis que des tons d'un gris d'azur, d'une délicatesse extrême, dessinaient le tour de ses grands yeux et de ses naseaux. Non mais vous imaginez la peinture. Enfin, ses crins ondoyants, d'un gris sombre et sanguin, qui teignait aussi ses extrémités nerveuses, faisaient encore ressortir la blancheur de son cou. Pour un peu, on se mettrait à la place de Hobgoblin. Il faut se méfier des apparences. Elle est irritable, cette Roxana. Elle est nerveuse, jalouse vis-à-vis des autres chevaux et si orgueilleuse, si impatiente qu'elle est la dernière à chaque fois à être amenée sur le point de départ au moment des courses. On l'amène d'ailleurs les yeux bandés tellement elle est farouche, nerveuse, etc. Alors, elle arrive, la voici, Roxana, qui pousse un long hennissement. Un autre hennissement lui répond. Elle s'arrête, tressaille, tourne lentement la tête du côté du haras, étonnée, pour ne pas dire stupéfaite. Ce n'est pas un hennissement de Hobgoblin qu'elle vient d'entendre, c'est bien Godolphin Arabian. Puis le silence, on n'entend plus que le vent. Roxana pousse un nouveau hennissement, plus court, presque interrogatif, et Godolphin lui répond d'un cri fier, puissant. Entre ces 2 chevaux, raconte Maurice Druon,
commença une danse d'amour éperdu, somptueuse, un ballet de la séduction comme seuls les animaux, les abeilles filant droit dans le soleil pour célébrer leur union, les libellules mirant dans les eaux leurs ébats nacrés, les oiseaux déployant leurs couleurs savent en accomplir. Bientôt, Hobgoblin, qui est bien éveillé, va pousser un hennissement, mais alors à côté, ça a l'air d'un cri lourd et étouffé auquel Roxana ne prête même pas attention. Elle, c'est Godolphin Arabian qui l'intéresse, et d'ailleurs il continue de hennir, lui, avec des cris, si j'ose dire, de plus en plus puissants et sauvages, comme un défi lancé au reproducteur maître des lieux. Autant vous dire qu'entre les deux rivaux, car maintenant c'est ainsi qu'il faut les appeler, la tension a monté. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au XVIIIe siècle, au cœur de l'histoire d'un cheval, Godolphin Arabian, face à son rival Hobgoblin. Et oui, Hobgoblin qui est le maître des lieux, l'étalon par excellence. Sauf que Godolphin Arabian est là, qui veut se manifester désormais auprès de la belle jument Roxana, qui se dresse, se précipite littéralement vers son rival. Il va casser le cuir de ses liens, et c'est un véritable combat qui s'engage entre les deux chevaux. L'œil sanglant, les naseaux frémissants et retroussés, raconte Eugène Sue, la dent menaçante, les veines gonflées à se rompre, échevelé le poil rude et hérissé par la rage, jetant au vent leurs crinières et leurs queues comme un panache de guerre, Cham et Hobgoblin, en braves champions, fournirent la moitié de la carrière qui les séparait, et se précipitant l'un sur l'autre, en rugissant, ils se heurtèrent dans un formidable choc, front contre front, poitrail contre poitrail au milieu d'un nuage de poussière. Les deux chevaux se battent, se ruent l'un contre l'autre, à coups de sabots, ils se mordent. Rosa Bonheur, vous savez, la grande peintre animalière, immortalisera la scène dans un tableau au XIXe siècle qui s'appelle Le Duel. Hobgoblin mord Godolphin Arabian au rein. Ce dernier rétorque en mordant Hobgoblin à la gorge. La morsure est terrible, le sang jaillit et Hobgoblin, qui est trop lourd, s'affaisse sur ses jarrets, il tombe sur les genoux et il va mourir alors que le vainqueur, la tête haute, est en train déjà de frémir de tout son cœur et de lancer un long hennissement de fierté. Et lorsqu'il apprend la mort de son meilleur étalon, Lord Godolphin est sidéré. Il devrait être atterré, il devrait vouloir s'en prendre à Godolphin Arabian. Eh bien, en fait, non, c'est pas ce qui va se passer, parce que, évidemment, Lord Godolphin pense à la descendance de ses chevaux. Après tout, si Roxana et Godolphin Arabian fournissent de beaux produits bien compétitifs, ils pourraient espérer les utiliser, les lancer, ces nouveaux produits, ces nouveaux chevaux dans de nouvelles courses, ce qui pourrait rapporter pas mal. Et c'est ce qui va se produire. De l'union entre la belle jument et l'intrépide cheval arabe va naître un cheval qui s'appelle Lat, vif, rapide et qui remportera tous les prix. La race du pur sang anglais vient de naître. Les deux chevaux semblaient souffrir lorsqu'ils se trouvaient séparés, nous raconte Maurice Druon, qui reste fidèle aux amours de Roxana et de Godolphin Arabian. Ils devenaient chagrins, nerveux, refusaient la nourriture. Il fallut les mettre dans des stalles voisines et comme Roxana restait rétive à toute autre approche, on dut consentir à leur seconde union. Roxana était décidément l'épouse d'un seul cheval. Hélas, elle va mourir pas très longtemps après, 10 jours après ses deuxièmes couches. Mais la prestigieuse descendance n'en est pas moins assurée, puisque le second fils de Roxana et Godolphin Arabian, qui s'appelle Cade, va remporter le prix des chevaux de 4 ans. Il donnera lui-même naissance à Matchem, un cheval bai brun de plus de 15 paumes de haut et qui gagnera 11 courses sur les 13 qu'on lui fait courir. Les jours de course, Godolphin Arabian, monté par son palefrenier mort, qui s'appelle donc Agba, je vous l'ai dit, est à l'hippodrome. Il assiste au triomphe de tous ses descendants et quand il passe, les parieurs, les badauds, même les enfants l'acclament, il est connu. Je cite Eugène Sue, « La santé, l'âge, le repos et sa nouvelle condition lui avaient donné un embonpoint majestueux, à son tour de grossir et de devenir gras. Magnifiquement harnaché à l'oriental, il s'avança gravement sous sa housse de pourpre, pour plus de sûreté et pour maintenir dans l'occasion les élans d'orgueil ou de joie de Cham. Un palefrenier se tenait de chaque côté du barbe, avec une longe de soie qui se rattachait à sa bride d'or. Bientôt, Godolphin Arabian va récupérer l'endroit où vivait Hobgoblin. Et maintenant, sur le fronton de marbre, on a changé les lettres d'or et l'on lit Arabian Godolphin. Il est dessiné par un grand peintre animalier, George Stubbs.
qui d'ailleurs avait déjà fait le portrait auparavant de Hobgoblin. Godolphin Arabian mourra en 1753 à l'âge de 29 ans, ce qui est un âge plus que vénérable pour un cheval. Il fut un veuf non point inconsolable, mais triste, raconte Maurice Druon. Plusieurs épouses lui furent offertes, dont chaque fois naquit un cheval prestigieux, ou par lui-même ou par sa lignée, tel Régulus, tel Siletta, sa petite-fille, mère de Flying Childers, 18 fois invaincue, et du célèbre Eclipse, les 2 chevaux prodiges du XVIIIe siècle. Notre cheval, Godolphin Arabian, sera enterré dans les écuries de Gog-Magog sous une dalle de marbre blanc, et l'on a inscrit son nom sur la dalle. Le palefrenier mort, le chat Grimalkin, les fidèles en quelque sorte, ses amis de toujours, ceux qui l'avaient constamment entouré, ne lui survivront guère plus d'1 mois. Bonjour Mayolker. Bonjour Franck Ferrand. Belle légende tissée par Eugène Sue et par Maurice Druon, mais légende qui possède des sources authentiques, il faut le dire. Ce n'est pas seulement un roman, cette histoire. Oui, l'histoire est tout à fait authentique. Elle est un peu romancée, je pense à certains détails, par exemple au fait que on laisse la belle Roxana à côté de son mâle préféré. Ça paraît en réalité, probable. L'évidence veut que quand une union a produit un bon cheval, on remet la même jument au même étalon pour essayer d'avoir un cheval de la même qualité. Ce qui est assez amusant avec Maurice Druon dans le récit qu'il nous donne des exploits sexuels de Godolphin Arabian, c'est qu'on dirait qu'il s'identifie au cheval. C'est assez amusant. Il prête à ces animaux des attitudes humaines. Il y a une forme d'anthropomorphisme, mais qui d'ailleurs n'est pas entièrement faux quand on connaît bien les chevaux. À force de vivre au milieu des humains, certains chevaux finissent par en gagner les comportements. Oui, et ce qui est vrai aussi, ce que disent Druon et Eugène Sue, c'est que assez régulièrement dans l'histoire des courses, l'agaceur, qu'on appelle aussi le boute-en-train, finit par devenir lui-même un étalon par accident, le plus souvent en résistant à l'homme, à la pression de l'homme. Et en général, ces chevaux, leurs produits, sont des très bons chevaux de course. Et on en a un cas très récent d'un cheval qui a couru cette année, un cheval français qui a couru cette année la Melbourne Cup, qui est la plus grande course australienne, et qui est issu d'un souffleur, d'un étalon boute-en-train. Et ça a donné un petit champion. Donc c'est encore vrai aujourd'hui. Voilà. Souffleur, boute-en-train, agaceur, voilà à mon avis, les mots qui vont rester de cette émission d'aujourd'hui. C'est la race du pur sang anglais qui est née comme ça, qui est née des fougues et des saillies de Godolphin Arabian. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, dès le début du XVIIIe siècle, et même un peu avant, on a commencé compris, déjà. Voilà, oui. On a compris l'intérêt qu'il y avait à croiser des animaux qui ont des qualités complémentaires. La force physique des juments de celles d'Angleterre ou de France et la vitesse et surtout le sang, c'est-à-dire cette nervosité positive qu'on trouve chez le cheval arabe. Donc l'histoire de Godolphin Arabian, c'est un peu ça, même si beaucoup de caractéristiques physiques du cheval, telles qu'on nous le décrit, laissent à penser que les origines barbes étaient plus importantes chez lui que les origines arabes. Donc c'était probablement pas un pur sang arabe, c'était probablement ce qu'on appelle un barbe. D'ailleurs moi c'est comme ça que je l'ai présenté. Expliquez-nous ce que c'est qu'un barbe donc. Oui, la différence c'est tout simplement une différence d'origine géographique. Géographique. Les chevaux barbes c'est des chevaux globalement d'Afrique du Nord, alors alors que les chevaux arabes c'est les chevaux du Golfe Persique. Donc c'est 2 origines différentes, 2 animaux différents. La conquête arabe a amené beaucoup de pur sang arabe dans le Maghreb, qui se sont croisés avec des chevaux locaux, et c'est ce qui a donné le cheval barbe. C'est pour ça que quand on dit lui il est barbe, il n'est pas arabe, c'est pas tout à fait vrai parce que beaucoup de barbes ont un peu de sang arabe aussi. Donc de la même manière que le pur sang anglais lui-même est un croisement entre plusieurs races différentes pour arriver à une race hybride. Il y avait quelques 2000 chevaux sous Louis XV dans les écuries royales. C'était les écuries les plus impressionnantes d'Europe. Et pourtant, on a l'impression que Louis XV passe complètement à côté de la beauté de ces chevaux offerts par le bête Tunis, en l'occurrence. Oui, notamment parce qu'à l'époque, on n'aime pas les chevaux trop petits. Et la caractéristique des barbes et des arabes, c'est d'être plus petits que les chevaux occidentaux. Et le roi, pour des questions de prestige assez faciles à comprendre, préfère monter des chevaux qui sont au garrot, qui font plus d'1m65. Or, les chevaux dont on parle, les barbes et les arabes, à l'époque, font entre 1m50 et 1m60. Voilà, donc ils sont plutôt plus petits. Donc le roi, typiquement, va choisir un animal qui fait plutôt 1m70 qu'un animal qui fera 1m50. Mais c'est bizarre ce destin qui consiste quand même à être vendu comme cheval de fiacre, cheval de trait et de bas. Ça devient terrible, c'est une descente aux enfers.
Oui, mais c'est un petit peu comme, je ne sais pas moi, un joueur de football qui commence sa carrière dans un grand club et qui ensuite finit dans un petit s'il a moins bon résultat. On vous déclasse, comme vous le disiez tout à l'heure. Évidemment, on ne l'a pas mangé. Oui. Ça, c'est une évidence. On mange C'est pas de beaucoup plus cheval. tard qu'on se met à manger Oui, du cheval. exactement. Évidemment, on ne l'a pas mangé, mais il fallait lui trouver un destin. On n'allait pas non plus le tuer. Il gardait quand même une valeur résiduelle. Et c'est comme ça qu'il a été vendu. Ensuite, il est allé de Caraïbes dans Scylla. Heureusement pour lui, il a eu une fin glorieuse, un peu miraculeuse d'ailleurs, mais... Alors nous allons revenir sur l'histoire de toutes ces races chevalines, sur l'histoire des courses, sur tout cet univers très particulier, à l'occasion donc de la réouverture de l'hippodrome de Longchamp. C'est dès ce dimanche, dès midi. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous nous intéressons au pur sang et pour en parler, nous sommes en compagnie de Mayol Kerr, fondateur et directeur de la publication de Jour de Galop et jourdegalop.com, le nouveau site qui est sorti mercredi. Nous avions il y a quelques années avec Daniel Roche consacré une émission entière à la civilisation du cheval, car ce qu'on a tendance à oublier, c'est que jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'Europe, qui va finir par étendre sa civilisation sur le monde entier, l'Europe est la civilisation du cheval. Il y a des chevaux partout et d'abord, avant tout, disons-le, des chevaux de trait. Réglons peut-être la question des chevaux de trait, Mayol Kerr. On les élève, on les améliore, on en perfectionne les races de ces chevaux pour tirer des carrosses, enfin toutes sortes de véhicules. Oui, les deux utilisations principales du cheval pendant les siècles, ça a été l'agriculture d'une part et d'autre part la guerre. Donc, aussi bien dans le cas des chevaux agricoles que des chevaux de guerre, il faut un cheval qui est puissant, qui est résistant à l'effort, qui est rustique, qui peut vivre un peu par tous les temps, qui peut à la fois porter l'homme, qui peut tirer. Donc globalement, cheval de guerre, c'est le destrier, c'est ça ? Oui, exactement. Donc on a deux catégories, on va dire. On a les porteurs et les tireurs. On les retrouve aussi sur le champ de bataille. Qu'on appellera plus tard cheval de trait, cheval de selle. Exactement, voilà. Et donc les tireurs, eux, c'est ceux qui tirent le soc, la charrue, etc. Et qu'on retrouve sur le champ de bataille, qui tirent les canons ou qui tirent les pièces d'artillerie, etc. Les pièces d'artillerie, qui tirent les charrettes diverses et variées, etc. Et puis les porteurs. Les porteurs, c'est ceux qui permettent dans la vie quotidienne de se déplacer, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, et qui, à la guerre, vont porter les soldats sur leur dos. Donc. Mais alors, arrive donc, dans le cours du XVIIe siècle, la nouvelle catégorie des coureurs. Comment est-ce que c'est né, cette idée de faire courir les chevaux ? C'est anglais, ça, comme par hasard. Oui, les Anglais, comme vous le rappeliez tout à l'heure, ont inventé globalement tous les sports modernes. Et on dit souvent que ce sont les Anglais qui les ont inventés et les Français qui les ont codifiés ça, et qui ont organisé les grandes compétitions. Bon. Donc les Anglais, effectivement, ont fait qui avaient le goût pour le sport, qui avaient le goût pour le défi, entre aristocrates, se sont livrés des duels. Et le but n'est plus devenu d'avoir le cheval le plus résistant pour aller à la guerre, mais d'avoir le cheval le plus rapide pour être le premier à l'arrivée face à un ami. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça a été le commerce. Parce que les Anglais se sont rendus compte les premiers que pour acheter un cheval, il fallait sélectionner certains critères. Et quelle meilleure manière de sélectionner ces critères que de le faire courir et de voir quel était son résultat parmi une population d'autres chevaux. Et donc les Anglais ont inventé, dès le XVIe siècle, dans des ventes aux enchères publiques, on proposait aux acheteurs de laisser les chevaux donner le meilleur d'eux-mêmes autour de la place de foire, et l'acheteur était incité plutôt à acheter le cheval qui est arrivé en premier. Donc il y a une double origine, à la fois un côté sportif, un peu défi aristocratique, et à la fois un côté commerce. Mise à l'épreuve et commerce. Mise à l'épreuve en vue du commerce. Alors il faut bien sûr préciser que la Fantasia existait, que à Sienne par exemple, on a le fameux Palio, que les courses de chevaux, il y en a partout dans le monde. Hein. Oui, et puis chez les Romains, chez les Romains, chez les Grecs aussi. Pas, bien sûr, chez les Romains, chez les Grecs. Aujourd'hui, par exemple, vous avez en France des courses au trot avec un attelage qu'on appelle un sulky. C'est clairement l'héritage des courses de chars romaines. C'est tout à fait ressemblant. Enfin, il y a assez peu de différence. Si ce n'est qu'à Rome, les chevaux galopaient en tirant le char, alors qu'au trot, il faut. Et que le driver, si j'ose dire, était debout. Enfin, l'orige était debout dans le char. Debout dans son char, alors qu'aujourd'hui, il est assis. Il est littéralement allongé dans son sulky. Oui, hein, exactement. Ouais. Donc, ces chevaux de sport, si je puis dire, vont devenir un véritable investissement, parce que nous avons bien compris avec le cas de Lord Godolphin qu'il s'agit d'affaires hein, dans ces histoires. Ils deviennent un investissement vers la fin du XVIIIe siècle. Là, à partir de là, on a des écuries qui se constituent comme des capitaux, en quelque sorte. Hein. Oui, parce qu'entre-temps, tout au long du XVIIIe siècle, l'Angleterre va développer deux choses très importantes qui sont nécessaires pour développer le commerce des chevaux. Elle va développer un programme de courses avec un certain nombre de courses qui sont considérées comme étant dites classiques, c'est-à-dire les meilleures courses qui rassemblent les meilleurs animaux. Les incontournables. Et on peut dire que les chevaux qui les gagnent sont les meilleurs. Ces courses ont été créées pour sélectionner les meilleurs chevaux et donc à un but de reproduction.
Ensuite, c'est un cercle vertueux permanent où on choisit les meilleurs et ce sont les meilleurs qui partent à la reproduction et on compare entre eux les fils des meilleurs à la génération suivante et parmi les fils des meilleurs, il y a un meilleur qui lui-même donne naissance. Ce grand cercle vertueux. Et ce qui l'accompagne, c'est la création au milieu du XVIIIe siècle par Johnny Weatherbees du Stud Book, qui est un grand livre dans lequel on va écrire toutes les origines des chevaux. Ça, c'est un élément essentiel parce que pour faire de la sélection, si vous n'êtes pas capable de tracer l'origine d'un produit, tout s'arrête. Et non, bien sûr. Et ça aussi, ce c'est une livre, grande ce invention. registre Voilà. est essentiel, bien sûr. Ça, c'est très anglais aussi, finalement. Oui, parce que ça va être appliqué ensuite. Les chevaux vont donner l'exemple avec le stud book et ça va ensuite être étendu à toutes les autres races avec des herd books, alors chez les bovins, chez les chiens, chez les gallinacés. Alors, on se met au début du 19e siècle à considérer tous ces cracks comme des mythes. Ils sont peints par les grands peintres. On pense, nous, bien sûr, à Géricault, mais il y en a tant d'autres qui vont immortaliser la beauté de ces coureurs. Et ces coureurs, ils deviennent aussi mythiques sur le continent qu'ils l'étaient en Angleterre parce que il y avait eu l'immigration de la cour du roi Jacques Ier, certes, au XVIIe siècle, mais il y a surtout, à partir de la Révolution française, le séjour en Angleterre de toute l'aristocratie française. Tous les émigrés de France sont allés vivre en Angleterre et quand ils reviennent, ils veulent continuer à parier sur des chevaux, en fait. Oui, parce qu'en en vivant à la cour d'Angleterre, Ça fait partie des plaisirs. Oui. Exactement, ils ont adopté beaucoup de modes qui sont arrivés à ce moment-là. Et quand ils reviennent en France, à la Restauration, ils rapportent avec eux justement ce goût. Alors, Ce qui donne une dimension aristocratique au sport en question, d'où le Jockey Club, etc., qui était le club le plus chic de Paris, il faut le dire. Oui, exactement. Disons que ça va permettre de pérenniser les courses qui existaient déjà en France, comme vous l'avez dit, et Marie-Antoinette, par exemple, adorait aller voir les courses au Champ de Mars. Elle se cachait dans son carrosse, mais elle ouvrait son rideau pour les regarder. Elle pariait, elle confiait de l'argent à son entourage pour aller parier pour elle. Donc elle adorait ça. Mais c'est vrai que à la Restauration, les Français qui reviennent d'Angleterre ont retenu les leçons, ont compris quel écart il y avait entre l'Angleterre et la France, et pour rattraper notre retard, vont globalement adopter toutes les recettes qui ont fait le succès des chevaux anglais. Ils vont créer le Jockey Club, qui est une pure copie du Jockey Club anglais. Ils vont créer un programme de course. Ils vont récompenser les meilleurs chevaux. On va aussi ouvrir un stud book à notre tour pour écrire les origines de tous nos chevaux. Et on va avoir un lent mouvement tout au long de la Restauration qui va arriver, qui va vraiment, avec les courses françaises, qui vont vraiment se développer ensuite très fortement au moment où le Second Empire va voir le jour. Grâce à un personnage très important qui est le duc de Morny. Il faut le dire, oui. Le demi-frère de Napoléon III. À qui on doit énormément dans les courses, que ce soit à Paris avec l'hippodrome de Longchamp, puisque grand c'est lui qui a voulu... propriétaire, grand parieur, grand organisateur de courses. Grand organisateur de courses, qui a financé la construction d'hippodromes. On raconte souvent une anecdote un peu sur lui, qui est que quand il a fait bâtir la ville de Deauville, puisque c'est lui qui a fait sortir Deauville de terre, il a mis comme priorité de construire un hippodrome, et de fait l'hippodrome a été construit avant l'église. Alors je pense que Eugénie devait pas forcément être ravie de ce côté symbolique. Il y a maintenant 2 hippodromes à Deauville. Voilà, mais de fait l'hippodrome de Deauville est sorti de terre avant l'église. Donc c'était dire les priorités du duc de Morny. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À l'occasion de la réouverture de l'hippodrome de Longchamp ce dimanche à midi, nous avons le plaisir d'évoquer l'histoire des pur-sang sur Europe 1 et nous en parlons, Franck, avec le fondateur de Jour de Galop, Mayolker. Alors, il faut que nous revenions à cette notion de pur-sang, d'amélioration de la race chevaline, c'est comme ça qu'on dit en fait Oui, exactement. Et d'ailleurs, France Galop, qui organise les courses en France aujourd'hui, s'est longtemps appelée Société pour l'amélioration des races de chevaux en France. Donc oui, c'est un but d'amélioration. C'est quelque chose d'ailleurs qui, si on reste en France, qui est ce positivisme très 19e siècle. On est dans cette idée que tout doit être amélioré et que tout peut être amélioré. La science doit permettre d'améliorer les choses aussi, parce que c'est le début de la génétique d'une certaine manière. Oui, exactement. Et la génétique, la sélection, on trouve aussi, il y a aussi des problématiques autour de la médecine équine, autour de l'alimentation des chevaux. Tout ça arrive au 19e siècle et il y a une foultitude de traités qui sont rédigés sur tous ces sujets. Alors nous avons un peu insisté depuis le début sur le caractère purement naturel, inné. Il y a de l'acquis aussi, c'est-à-dire que pour qu'un cheval soit excellent, il ne faut pas seulement qu'il ait de très bons parents et des ascendants qui ont gagné beaucoup de courses, il faut aussi qu'il soit bien dressé, bien élevé. Oui, et l'acquis, c'est 2 choses. C'est corriger les défauts du cheval. On parlait de la nervosité de Godolphin Arabian tout à l'heure. C'est tempérer son caractère, essayer de garder le meilleur de la nervosité, mais de corriger le pire. Et d'autre part, c'est développer la masse physique. Et ça, c'est par le travail de l'entraînement. Mais ça rentre ensuite dans les acquis du cheval. Et c'est ce qui fait que
D'ailleurs, la chose qui est amusante, c'est qu'on parle de pur sang en France, mais dans le monde anglo-saxon, on ne dit pas pur sang, on dit thoroughbred, ce qui veut dire bien élevé. Oui, c'est sans doute plus juste entre nous. Alors, est-ce que certains se sont amusés à essayer de croiser des sangs improbables ? Est-ce qu'on a fait des expérimentations, si je puis dire, dans ce domaine ? Je dirais que des expérimentations, il s'en fait tous les jours et il y en a toujours eu. Je pense à ce que les nazis ont voulu faire pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment. Hein. Oui, alors le cas des nazis, d'ailleurs, c'est amusant que vous en parliez parce qu'on a souvent parlé du fait que les Allemands étaient venus, quand ils sont arrivés en France, avec leurs experts en œuvres d'art pour piller les plus belles œuvres d'art de notre pays. Ce qui est incontestable. Ce qui est incontestable. Et ils sont venus aussi avec leurs experts de chevaux. Oui. Et ils ont de pillé, vin et de tout. Exactement, ils ont pillé nos haras, ils ont volé nos chevaux. Ils ont notamment volé les chevaux qui appartenaient à des écuries appartenant à des juifs, l'écurie Rothschild étant la plus célèbre, qui s'est fait voler tous ses plus beaux animaux. Ils les ont rapportés en Allemagne. Mais dans la panique de la libération de l'Allemagne, les chevaux, certains se sont perdus, d'autres avaient complètement changé d'aspect physique, et ça a été assez difficile de les reconnaître. Donc il y a eu deux choses. La première chose, c'est que comme évidemment on était furieux de s'être fait voler nos chevaux, on a refusé de reconnaître les chevaux nés en Allemagne, issus de chevaux qui avaient été volés, ce qui est par certains côtés assez normal. Et d'autre part, quand on a rapatrié nos chevaux, on n'était pas sûr d'avoir rapatrié les bons. Et on a eu des problèmes de reconnaissance des chevaux. Donc il est probable que, après la guerre, un certain nombre de chevaux qui sont nés en France et en Angleterre avaient des origines erronées parce que le cheval qu'on est retourné chercher en Allemagne n'était pas le bon cheval. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, ça m'amuse quand on parle de pur sang, parce que même les origines de nos pur sang sont relativement incertaines. Voilà, ça a été une très grande expérience de manipulation génétique, de mensonges. Voilà. La seconde, c'est avec les chevaux arabes, plus récemment, où le cheval arabe étant plus petit et un peu plus lent, certains... Vous dites plus récemment, c'est là dans les années... Dans les années 2000. 2000, oui. Dans les années 2000, certaines personnes importantes dans le monde des courses, dans les pays du Golfe, ont injecté du sang de pur sang anglais, mais je dirais de manière un peu frauduleuse, c'est-à-dire avec une technique qui est assez drôle hein, finalement. C'est que on achète un étalon de pur sang anglais, on le lâche dans le désert en liberté, par miracle, quelqu'un le retrouve, l'amène au haras de pur sang arabe, comme par hasard, et dit « mais il est beau ce cheval, on devrait l'utiliser comme étalon ». Oui, mais on ne sait pas qui c'est. Eh ben, disons que on va créer un nouveau nom, c'est Desert Bred, c'est-à-dire élevé dans le désert, cheval sans origine connue, et on va lui faire saillir nos meilleurs juments arabes. Comme ce cheval en réalité était un pur sang anglais, forcément les produits issus de ce cheval pur sang anglais et des jumeaux arabes étaient plus grands, plus rapides, plus résistants, et la race arabe s'est améliorée par cette hybridation un peu... Mais pourquoi on ne le reconnaît pas ouvertement ? Pourquoi on est obligé de faire ce détour par le désert ? Parce que ce serait illégal en fait ? Parce que les propriétaires de chevaux arabes considèrent que leur race est la seule qui est restée pure au fil du temps, et reconnaître qu'ils auraient pu faire une hybridation, pour eux c'est presque... Ça a viré quasiment à l'incident diplomatique d'ailleurs entre les Saoudiens et les Qataris, et il y a eu un arrangement qui a été trouvé avec l'intercession de Washington entre ambassadeurs aux États-Unis pour éviter que ça tourne à la guerre entre les deux pays. Les émirs sont très passionnés par ces histoires. D'ailleurs, le nom de Godolphin lui-même a été donné à une écurie de course à Dubaï. Hein. Oui, exactement. Le ruler of Dubai, qui est le cheikh Mohamed Al Maktoum, a choisi de baptiser son écurie, qui est la plus grande écurie de course du monde. Hein. C'est lui qui possède le plus de chevaux de course dans le monde. Il a choisi de la baptiser Godolphin, en hommage à ce grand ancêtre. Effectivement, dans les pays du Golfe, on adore le cheval de course, on adore le cheval en général, parce que on considère que c'est le bien culturel numéro 1 pour des pays qui ont quand même grandi sur du sable. En revanche, le cheval, lui, a toujours été là, donc c'est leur bien culturel numéro 1. J'imagine que vous serez à Longchamp ce dimanche, Mayol Caher. Oui, bien sûr. Vous connaissez bien les lieux. Bien sûr. Je connais bien les lieux, j'ai commencé à y aller au milieu des années 70, vous voyez, ça nous rajeunit pas, mais oui, là c'est... Le nouvel hippodrome est très 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 beau. Moi aussi j'ai connu Longchamp dans les années 70 pour tout vous dire, vous voyez ça me rajeunit pas non plus, mais c'est le lieu mythique par essence, c'est le grand hippodrome français. Oui, c'est le plus grand hippodrome français qui a été construit sous Napoléon III justement par la volonté à la fois du duc de Morny et du préfet Haussmann, du baron Haussmann. Et il a été rénové plusieurs fois, il a été rénové une première fois en 1904, une seconde fois en 1965, et donc la rénovation de 2018 a permis de faire un hippodrome, je dirais, dans l'air du temps, c'est-à-dire écologique, respectueux de l'environnement, avec beaucoup plus de verdure encore. Plus confortable pour les spectateurs. Plus confortable pour les spectateurs. Peut-être un peu trop, parce que du coup on a perdu le côté grande tribune ouverte qu'il y avait autrefois quand même. Oui, la grande tribune était assez majestueuse, mais elle avait été construite en 65. On est vraiment au royaume du béton armé à l'époque. Oui. On a ensuite ce qu'on appelait le gaullisme immobilier, etc. On est dans cette grande période et les bâtiments sont un peu lourds, un peu froids. Il y avait un côté
triste, disons. Je préfère l'hippodrome d'aujourd'hui qui s'inscrit beaucoup plus dans le bois de Boulogne. Au moment du prix de l'Arc de Triomphe, ce sont des dizaines de milliers de gens qui se bousculent. C'est d'ailleurs le bois de Boulogne est complètement submergé à ce moment-là. Le prix de l'Arc de Triomphe qui a lieu chaque premier dimanche d'octobre a été élu plusieurs fois, et notamment encore l'année dernière, meilleure course du monde par un jury de handicapeurs internationaux, qui sont les gens qui attribuent des notes aux courses, donc c'est quelque chose de très objectif. D'autre part, c'est la course qui est regardée par le plus de personnes dans le monde, puisqu'elle est accessible dans 1 milliard de foyers, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Donc, et puis, d'autre part, en général, le cheval qui gagne le Prix de l'Arc de Triomphe est élu meilleur cheval de l'année. Toujours en Europe, c'est quasiment toujours le cas, et souvent meilleur cheval du monde. Alors ceux de nos auditeurs qui sont turfistes le savent, mais pour les autres, il faut dire qu'une réunion hippique, ça n'est pas seulement une succession de courses, c'est toute une atmosphère, toute une ambiance. Il y a la présentation des chevaux au rond, il y a énormément de choses. C'est toute une vie, la vie de l'hippodrome. Hein. Oui, la différence entre le sport course et les autres sports, c'est qu'en général, les autres sports, la partie a lieu plus ou moins en continu. On commence un match et on le termine sans interruption ou quasiment sans interruption. Aux courses, c'est un petit peu différent puisque les courses ont lieu globalement toutes les 25 minutes. La course elle-même dure entre 2 et 3 minutes. Et donc, dans l'interstice entre deux courses, il y a tout un spectacle qui se passe, effectivement, de présentation, de retour, de podium, de remise de prix, de réflexion aussi pour les parieurs. Choisir le cheval sur lequel ils ont envie de jouer, se restaurer. Toute une vie. Merci beaucoup, Mayol Kerr. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur de la publication de Jour de Galop. La réouverture de Longchamp, c'est donc ce dimanche à partir de midi. L'entrée sera libre à partir de midi en téléchargeant l'invitation sur le site internet. Comptez tout de même 15 à 25 € si vous voulez accéder aux tribunes. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous continuons à nous intéresser au pur sang en compagnie de Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Vous nous parlez d'exposition équestre chevaline. Oui, parce qu'il y en a beaucoup ces temps-ci. Cette saison, vous me direz. Cette saison, et donc la première, c'est le cheval Art et Pouvoir, trésor de la collection Émile Hermès et des bibliothèques de Versailles, qui se tient jusqu'au 7 juillet 2018, donc à la bibliothèque centrale, la galerie des affaires étrangères, cette sublime galerie qui date de l'époque Louis XV. Et on parle avec toutes ces peintures Louis XV, c'est absolument magnifique. Vraiment. Et on parle de Longchamp depuis une heure, mais Versailles aussi entretient un lien particulier avec le cheval, depuis l'installation de la monarchie absolue, bien sûr, au château. Et on pense aussi à l'Académie des arts équestres, mais aussi au club hippique de Versailles, ou encore les épreuves d'équitation des JO qui se tiendront à Versailles en 2024. Ah oui, donc, et cette exposition met en avant le lien du cheval avec les modes de représentation du pouvoir, la littérature spécialisée aussi que le cheval a inspiré, et son poids symbolique en tant qu'objet de collection. Alors donc cette exposition, c'est jusqu'au 7 juillet prochain. 7 juillet. Et puis il y en a une autre qui va commencer, mais seulement le 16 juin prochain, et celle-là nous emmène à Chantilly, autre cité du cheval. Oui, à la salle du jeu de paume. C'est une très belle exposition qui se prépare. Chantilly est souvent surnommée la cité du cheval, et pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette exposition sera la première consacrée à Chantilly et au cheval. Quand on pense à Chantilly, on pense aux grandes écuries, mais oui, bien parmi sûr, les plus belles écuries et les plus grandes d'Europe, hein. Mais aussi au musée du cheval, au centre d'entraînement de France Gallo, ou encore l'hippodrome, dans ce beau quartier, vous savez, avec ces belles maisons de style anglo-normand, qui rappellent la communauté britannique qui s'installe à Chantilly à partir du 19e siècle. Et vous avez beaucoup parlé justement avec Mayol Kerr de cette influence de l'Angleterre sur la mode des courses de chevaux. Et justement, ce sera l'objet de cette exposition. Avec 3 grands maîtres. Hein. 3 grands maîtres. Stubbs, bien entendu, on a envie de dire, Géricault et Degas. Et Edgar Degas qui peignent sur le thème des courses hippiques. Donc Stubbs, qui est l'un des peintres anglais du 18e siècle, qui développe le sporting art anglais, qui laisse une place importante aux loisirs de plein air, dont les courses. Géricault, qui était peintre et cavalier lui-même, et qu'il ramène de séjour à Londres son goût des courses. Et qui a peint infiniment de chevaux. Incroyable, et notamment le Derby d'Epsom, qui est un prêt exceptionnel du musée du Louvre, et Edgar Degas, qui se passionne aussi pour les courses comme motif artistique. Et donc cette exposition présentera aussi donc leurs œuvres, mais aussi des œuvres de Manet, de Gustave Moreau, de Paul Dubois, ou encore Henri de Toulouse-Lautrec. On en hénirait de plaisir. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et l'heure est venue de nous intéresser à votre coup de cœur, Franck. Et oui, et c'est un coup de cœur que m'a soufflé, si je puis dire, notre ami Serge Legas, qui vient régulièrement nous parler de peinture Évidemment. ici, et qui m'a dit, tu dois absolument aller à la maison de Balzac, voir l'exposition consacrée aux œuvres d'Alkis Boutlis. Donc je suis allé à la maison de Balzac et j'ai été complètement conquis, pour tout vous dire, par la très belle exposition qui se tient depuis quelques jours maintenant et jusqu'au 1er juillet prochain, une exposition qui a été mise en scène, si je puis dire, par le conservateur de la maison de Balzac, par Yves Gagneux, qui a
essayé d'établir et réussi magnifiquement à établir des liens entre l'œuvre de ce peintre grec et un certain nombre de travaux de Balzac, notamment Louis Lambert et Sérafita. Vous avez des extraits de textes qui sont illustrés par des œuvres, ou plus exactement, qui viennent épouser les œuvres. Imaginez, pour vous donner une idée de ces œuvres, imaginez des Turner en plus sombres, une prise directe sur des éléments qui sont déchaînés ou qui en vérité, plus que déchaînés, sont soulevés et maillant, innervant ces compositions, tout un filet, tout un réseau synaptique de linéaments blancs, électriques, je dirais même orageux, qui vont épouser donc ce texte balzacien, qui vont l'aérer et le subsumer. C'est une assez belle expérience, on peut le dire. Certains des tableaux sont tout simplement envoûtants. Vous êtes embarqué dans des espèces de vagues d'encre. Vous êtes attiré par des ciels extrêmement sombres et derrière lesquels vous percevez une lumière magique qui fait vraiment penser à la lumière de Turner. La matière est présente, mais elle est complètement transformée en esprit. C'est un très beau travail qu'a fait donc ce peintre Alkis Boutlis, qui est né en 1978 et qui travaille en Grèce, à Thessalonique. L'exposition est donc organisée par la Maison de Balzac, et c'est une occasion d'aller au passage visiter la Maison de Balzac, et par la galerie Suzanne Tarasiev. Eh bien, il faut voir cette exposition. Alkis Boutlis à la Maison de Balzac. La Maison de Balzac, c'est dans le 16e arrondissement. C'est en contrebas, vous savez, du Ranelagh. C'est au 47 de la rue Rainoir. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.